Merci, cher David. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de Mohamed Amara, le président de l'université, qui malheureusement ne pouvait pas être des vôtres aujourd'hui, puisqu'il est en déplacement outre-Atlantique. Il doit être d'ailleurs plus ou moins dans le vol de retour. Aussi, il me revient en son nom et au nom de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, eh bien, à vous souhaiter chaleureusement la bienvenue. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à ces entretiens de l'innovation territoriale qui, je crois, sont une très belle occasion d'échanger, de réfléchir sur les démarches, les projets des collectivités territoriales au regard des contraintes actuelles qui sont les leurs, qui sont nombreuses, des contraintes, je dirais, d'ordre général liées à l'évolution de la société, mais aussi des contraintes plus factuelles, quoique conjoncturelles, comme la situation budgétaire, de plus en plus compliquée. Mais enfin, sachez qu'on connaît ça aussi du côté de l'enseignement supérieur. Ces entretiens sont aussi l'occasion, et une belle occasion, de montrer tout l'intérêt, on l'évoquait il y a encore quelques minutes, tout l'intérêt de porter des projets de concert, des projets partagés entre universitaires et acteurs territoriaux. Et j'insisterai d'ailleurs sur le fait que le partenariat de notre université avec les collectivités territoriales est, je crois pouvoir dire, en quelque sorte, notre marque de fabrique. Et je crois, marque de fabrique partagée avec Monsieur le maire, et presque un mode de vie. Nous pouvons en effet, nous, universités, nous réjouir du soutien important, du soutien constant des collectivités territoriales à nos démarches, à nos initiatives, alors qu'elles rencontrent des difficultés souvent importantes. Et en retour, l'université eh bien s'efforce de répondre par ses formations, par sa recherche, aux besoins de nos territoires. Et c'est absolument déterminant, c'est même une priorité qui est reconnue par le ministère. La journée d'aujourd'hui est donc une formidable illustration de cette dynamique commune, de cette dynamique partagée, et je tiens à ce titre à remercier plus particulièrement les soutiens à cette manifestation que sont la ville de Pau et la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, l'Observatoire Territoria, qui, si j'ai bien compris, le co-organisation de cette le co-organisateur, pardon, de cette manifestation, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, qui est une instance très importante dans le paysage en question, ainsi que le centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques, et à travers eux, eh bien, les représentants ici présents, et je crois n'avoir oublié à peu près personne. Du côté de l'université, tous mes remerciements vont naturellement à la chaire Optima et à son directeur, le professeur David Carassus, et avec lui l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, et au laboratoire de recherche en gestion, le CREG. Je crois, David, vraiment, et je le dis sincèrement, que vos actions, vos recherches sont un bon exemple, voire un très bon exemple, de notre savoir-faire dans les relations que nous devons mener et tisser avec nos partenaires territoriaux. Et je t'invite à continuer cet effort-là qui est pour nous tout à fait important. Enfin, je tiens à vous remercier toutes et tous ici présents dans cet amphithéâtre pour votre soutien, pour votre intérêt à ce type de manifestation qui, vous le voyez, mêle des compétences, des regards croisés, tout à la fois universitaires et d'acteurs de terrain sur des thèmes particulièrement et des problématiques particulièrement actuelles que sont, alors j'ai vu le programme, que sont les innovations en matière de projets stratégiques, en matière de mutualisation, en matière d'accompagnement au changement, ou encore, tu vois, j'ai bien appris ma leçon, en matière de développement numérique, qui sont
autant de défis, je crois, assez enthousiasmants. Je crois que ce mélange des genres est vraiment une manière efficace et innovante, de faire avancer les choses dans le bon sens. Alors il me reste à vous souhaiter, cher David, d'excellents travaux. Monsieur Brun, peut-être pour continuer. Oui, alors moi-même, je vais vous prier de bien vouloir excuser François Bayrou, qui devait être intervenant ici ce matin, mais qui est prisonnier des grèves des transports aériens, tout comme d'ailleurs, je crois, nous sommes, votre président, nous sommes 3 doublures en définitive, c'est un peu ça. Mais pour autant, je tiens à vous faire part de toute la considération que la ville et que son maire et président d'Aglo a pour la Chaire Optima que l'on soutient depuis longtemps d'ailleurs, et qui est un appui extrêmement précieux, spécialisé donc dans les collectivités sur le développement. À l'heure actuelle, c'est d'autant plus précieux que c'est, tout le monde le sait, une période extrêmement difficile. Et qu'en période difficile, on pourrait commettre l'erreur de se replier sur soi-même et de dire on attend des jours meilleurs. C'est la pire des solutions. C'est justement quand les moments sont difficiles qu'il faut essayer d'avancer le plus vite possible. Et en définitive, quand on avance vite, il faut avoir des regards croisés sur les solutions à apporter pour un développement, un redémarrage des choses. Les problèmes de centralité des villes, des agglomérations est un problème partagé par la France entière et certains baissent les bras, c'est pas du tout notre intention, au contraire. Et dans cette mesure-là, l'accompagnement sur les décisions politiques que nous avons prises pour le redémarrage et la relance de cette ville, de l'Aglo, nous apparaît tout à fait lié et de façon importante et intime avec ce que la Chaire Optima nous apporte. Bon, le thème d'aujourd'hui, c'est faire mieux avec moins, puisque c'est bien le cas, la diminution des dotations budgétaires massives. Hein. Le fait que le contexte économique est lourd et difficile nous amène à redistribuer les cartes de l'investissement de la ville. Je tiens à vous dire une chose quand même. La ville et l'Aglo, sur cette mandature, vont investir 350 millions d'euros. 350 millions d'euros. Je suis à peu près certain que c'est l'investissement le plus considérable je dirais pas de la France, mais on ne peut pas se comparer avec des grandes métropoles où les problématiques sont différentes, mais avec des villes comparables et des agglomérations comparables. Je pense que c'est un des plus gros budgets dans ces périodes de difficultés consacrés au redémarrage des choses. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup de ces investissements concernent le bâtiment et les travaux publics, industrie ou entreprise à haute teneur en main-d'œuvre, et que 350 millions injectés dans l'économie, c'est pas 350 millions comme les gens le voient, vous dépensez de l'argent. Enfin, c'est en grande partie une réinjection dans le système des salaires, du pouvoir d'achat, et donc du fonctionnement économique du territoire. Donc, plus la période est difficile, plus nous nous sommes dit qu'il était nécessaire d'avancer dans ce sens-là pour relancer la machine qui, par endroits, est très gravement grippée. Voilà. Donc ça va tout à fait au-delà d'une vision strictement urbanistique ou de développement. Il y a une vraie politique de développement économique et de développement social de la région et de la ville. Bon, alors la deuxième chose à partir de là, et où la Chaire Optima nous aide particulièrement, c'est que nous avons fait des inventaires du patrimoine, parce que des choses étaient mal utilisées, inutilisées, coûteuses et sans projet d'avenir. Alors, nous avons créé un groupe foncier, Madame Bordenave, qui est directrice de notre service juridique et foncier, vous en parlera tout à l'heure dans la table ronde, la première table ronde. Et, si vous voulez, la Chaire Optima nous accompagne dans les choix que nous avons à faire, entre dire ça, on garde et on rénove, ça, on vend, parce que ça n'a pas
de raison de rester dans le patrimoine de la ville. C'est de l'argent immobilisé qui coûte, on paye des impôts, des assurances, et ça n'a pas de sens. Et tous ces arbitrages que nous devons faire, et que nous devons faire vite, parce que, outre le fait qu'il faille relancer la machine, nous avons des délais très courts. Je disais tout à l'heure, ça fait toujours rire que j'ai des fonctions qui me mènent à être opérationnel à M-1, M étant l'unité de la minute, n'est-ce pas? On me dira, ça fait encore beaucoup, il vous reste 60 secondes. Si vous le détaillez autrement, c'est beaucoup. Il y en a encore 32 trop. Vraiment. Bref, à une époque, c'est un peu une dérision, mais c'est une réalité dans la mesure où nous avons à décider très vite et avancer très vite. Et ces regards croisés que nous pouvons avoir avec la chaire Optima nous sont tout à fait précieux. Bon, pour le reste, si vous voulez le faire mieux avec moi, il y a eu toute une restructuration des services, parce que là aussi, l'efficacité participe par une logique structurelle lisible. C'est ainsi qu'on est passé de 56 centres de décision au niveau de la ville et de l'agglo à 22, et de 5 pôles à 2, pour une meilleure lisibilité, pour une meilleure efficacité, pour une meilleure cohérence entre les services qui se sont, je le dis devant eux, ceux qui sont là, je pense, beaucoup mieux interconnectés, pour une efficacité évidente. Et si moi-même j'ai des délégations extrêmement larges, c'est parce que M. le maire a souhaité qu'il y ait une globalisation, si vous voulez, de la vision des choses pour avancer plus vite et dans le bon sens. Bon. C'est aussi le fait que nous avons une politique d'économie de 2% chaque année. C'est un travail, un exercice auquel on a soumis les services, de réduction des frais de fonctionnement. Face à une volonté de diminuer des impôts, au jour d'aujourd'hui, on les a diminués de 0,1% par an. C'est pas beaucoup, mais au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que pas augmenter les impôts, c'est exceptionnel. Vous voyez les villes d'alentour, c'est 5% jusqu'à 15%. On parle de Bordeaux, de Toulouse. Et ce qui est pénalisant dans la mesure où il y a à relancer la machine. Donc il s'agit de dégager des marges, c'est une meilleure gestion immobilière, une meilleure gestion des services. Il s'agit également de réduire les frais de fonctionnement parce qu'il y a des économies d'échelle qui peuvent se faire, et c'est aussi prévoir l'avenir. Bon, c'est réutiliser l'existant, et là aussi la chaire Optima est à nos côtés, en réutilisant des choses désaffectées pour y donner une performance sans avoir à aller jusqu'à des coûts de construction qui sont souvent beaucoup plus élevés. Je pense à des opérations telles que les halles, telles que le foirail, je ne vais pas rentrer dans le détail, telles que la recomposition tout près d'ici du musée et de l'ancienne bibliothèque qui va devenir l'école des arts, ce qui a une cohérence, et qui va relancer un quartier qui était, enfin, un secteur qui était en chute libre, vandalisé, occupé, enfin, etc. Je passe sur les détails que tout le monde connaît. Donc, si vous voulez, c'est aussi cette volonté de réutiliser l'existant pour arriver à donner à la population une activité qui soit pas seulement une activité économique, j'en ai parlé, mais également de loisirs et de culture. Alors, c'est une autre donnée des choses, et là je suis très proche de l'université, qui est un élément clé dans tout cela. Vous savez que nous sommes un secteur où il y a une forte population de cadres, à cause de Total, de 2300 ingénieurs, de Turboméca, de Rallis, etc. Et que, bon, pour certains, venir à Pau, c'est presque partir en expatriation, j'exagère à peine. Et en fait, si vous voulez, lorsque l'on démontre qu'ici, il y a une vie culturelle, je pense aux Idées mènent le monde, qui sont menées avec un budget de 150 000 € inférieur au Salon du Livre. Salon du Livre qui était intéressant, mais qui n'avait pas le retentissement local. C'est 30 000 personnes, les Idées mènent le monde, en 2 jours et demi. Et le retentissement à l'extérieur, de gens qui peuvent se dire, bien, il y a ces manifestations culturelles, il y a un orchestre, etc. Ça compte énormément pour le décisionnel d'ingénieurs qui se disent, mais finalement, avec ma famille, je veux m'installer ici. Je veux m'installer ici d'autant plus qu'il y a des établissements d'enseignement de qualité et il y a l'université. Ce qui est un élément déterminant dans des choix. Les gens pensent à leurs enfants et c'est normal. Bon. L'université, avec cette spécificité que
François Bayrou soutient et mène depuis longtemps, c'est-à-dire la spécificité globale de la recherche qu'il y a chez Total et les partenariats qu'il y a entre vous, et que tout ceci, nous entendons soutenir. Et puis, je vais en terminer, j'ai été trop long, mais je voulais quand même vous faire un petit peu un panorama de ce que nous faisons, et la visibilité sur la ville. Vous savez, quand on parle à des gens d'investir, que ce soit en matière immobilière, créer du logement ou implanter des entreprises, il faut ces éléments de contexte que je viens de décrire, mais il faut également fournir une visibilité. Et ce que nous avons mis en place, et je remercie les services parce que nous l'avons fait à grande vitesse, c'est un schéma de développement de la ville et de l'agglo à 2030, parce que c'est une bonne échelle, une quinzaine d'années. Et là, nous en avons aussi parlé avec Optima à diverses reprises. C'est une bonne échelle pour permettre à des investisseurs de savoir où ils vont s'installer, quel sera l'avenir du secteur dans lequel ils s'installent. Et ceci a un retour. On est en train d'éditer un plan guide qui est valable, y compris pour l'habitant, qui dit je vais m'installer dans ce quartier, qu'est-ce qui sera dans 10 ans, enfin, quel est le schéma qui lui est dévolu. C'est extrêmement motivant d'avoir une visibilité dans un monde où on l'a de moins en moins. Chacun se préoccupe du lendemain, mais au moins que sur ce qui est sa base d'implantation, d'affaires ou de vie, les gens ont une bonne visibilité des choses. C'est ce qu'on a mis en place et qui, je vous l'assure, a un écho, et j'en terminerai par là, qui est très fort, très au-delà des murs de la ville. Alors bien sûr, au-delà des murs de la ville, il y a la personnalité de François Bayrou qui a donné un éclairage, c'est une réalité, disons-le, sur notre ville, notre région, mais il y a aussi tout ce qui se développe là-dessus. Je dois vous dire que j'ai été amené sur ce programme 2030, qui me semblait, moi, être le b.a.-ba de ce qu'il fallait faire en la matière. Je me suis rendu compte que cette cohérence des services où tout le monde intervient, les transports, l'urbanisme, le paysage, qui est aujourd'hui un élément clé du développement urbain dans l'esprit des gens, eh bien, le fait de déterminer ce plan guide a eu un écho extrêmement fort. Je le vois au nombre d'interviews que j'ai accordées, que ce soit au Journal des maires, que ce soit le Moniteur, que ce soit un certain nombre d'autres médias nationaux, qui font que on arrive à donner, si vous voulez, une visibilité nationale au fait que cette ville redémarre. La Caisse des dépôts elle-même, j'étais avec elle hier, risque, je vous le dis entre nous, mais de nous décerner un label Centre-ville d'avenir, ce qui est une chose extrêmement intéressante au moment où tous les centres-villes sont en plongée. Pourquoi ? Parce que des analyses ont été faites et ont vu que ces premiers éléments redynamisent, font redémarrer les choses. Je citerai qu'un exemple, les Galeries Lafayette qui ont brûlé. Quand elles ont brûlé, je me suis dit, j'ai appris dans la nuit, est-ce que ça ne va pas être l'occasion de mettre la clé sous la porte ? Eh bien, le lendemain matin, le directeur général des Galeries Lafayette, c'est quand même 49 magasins en France, 4 BHV, était là, à 9h, descendant d'avion. Il m'a dit, essayez de faire tout ce que vous pouvez au niveau urbanisme, pour que les choses tournent vite. On veut se réimplanter. Pau est dans notre chaîne le seul magasin qui était bénéficiaire sur l'année 2015. Le seul qui a eu une progression de 4%. Ils étaient hier à l'Assemblée des grandes enseignes, nous assistions avec le maire, ils sont venus témoigner de cela. Et je dis c'est important parce que quoi qu'on fasse, si ça ne se sait pas, ça n'existe pas. Et donc nous avons, au-delà de ce travail de fond, un travail de communication au sens vrai du terme, pas des fanfreluches, mais la démarche, le contact, l'explication, la démonstration, un travail considérable à faire et que nous faisons en aval. Alors, en amont, nous avons, grâce à vous, ces éléments de choix, de regard croisé qui nous permettent d'avancer très vite. Et en cela, ça nous est très précieux, ce qui est la raison fondamentale du soutien indéfectible que nous avons vis-à-vis de la chaire Optima, des remerciements que je tiens à vous exprimer. Merci M. Brun. Madame Young, peut-être pour continuer et faire le lien avec Territoria.
Oui, merci. Oui, le lien, il est tout trouvé avec les dernières paroles que vous avez eues d'ailleurs. L'Observatoire territorial, depuis 30 ans, puisque nous allons fêter nos 30 ans à la fin de l'année, essaie de faire ressortir les initiatives innovantes des collectivités territoriales. C'est l'objectif depuis le début du prix territorial, et vous l'avez dit, il faut que ça se sache, il faut faire savoir quand on fait les choses bien, c'est très important cette communication. Moyennant quoi, nous avons pensé il y a quelques temps, il y a quelques années, que ça ne suffisait peut-être pas et que c'était dommage que toutes ces belles initiatives, toutes ces réalisations innovantes ne soient pas un peu plus analysées, un peu mieux comprises. Et c'est là que David Carassus ayant eu l'heureuse initiative de m'inviter aux premiers entretiens ici, nous avons pensé que la chaire Optima était certainement la mieux à même de prendre toutes ces données, d'en faire quelque chose, de les utiliser, de les analyser et surtout de faire en sorte que nous puissions les mettre mieux à disposition des autres collectivités. La grosse difficulté pour une association comme la nôtre étant justement de faire essaimer ces initiatives, qu'elles ne restent pas simplement récompensées par un prix, par un trophée, ce qui nous pensons est important, mais qu'elles puissent être mieux connues des autres, mieux utilisées, et donc pour ça, une analyse de chercheurs, un regard croisé, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, nous a paru très important. Alors, je ne referai pas les mêmes excuses, mais c'est vrai que notre président va nous rejoindre parce que son vol du matin a été annulé, effectivement, mais il va essayer de prendre le suivant et de nous rejoindre. Il le présentera peut-être un peu, il vous fera aussi une présentation de ce que nous faisons, mais sachez que nous tenons beaucoup à la fois à ces entretiens et à la banque de données dont je parle, on va parler plus tard, je pense, qui sera commune avec la chaire Optima et qui pour nous est une belle réalisation en devenir. Donc je ne serai pas plus longue maintenant et j'espère que notre président va effectivement nous rejoindre. Merci. Monsieur Bussonne, peut-être pour continuer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie d'excuser un petit peu mon retard. Moi, je n'ai pas été prisonnier des avions, mais prisonnier des routes et du Grand Prix, qui m'a permis de tourner un petit peu en rond dans la ville avant d'arriver ici. C'est compliqué. Voilà, je tiens à m'excuser et je voudrais me présenter. Je suis Stéphane Bussonne, donc DGA à la mairie de Bayonne et je serai DGS dans quelques semaines maintenant. Et je suis surtout et également premier vice-président du syndicat des directeurs généraux de collectivités et président de l'Union régionale Aquitaine, ou ce qu'il en reste en tout cas de l'Aquitaine. À ce titre-là, je suis de manière très attentive les travaux de la chaire Optima. L'année dernière, c'est mon collègue Annick Bassier, président départemental, qui avait brillamment présenté le syndicat ici même. Donc j'ai essayé de faire au moins aussi bien que lui. Et pour vous dire donc que ce soit le syndicat ou la ville, nous suivons l'excellence du travail de la chaire Optima, dont nous nous félicitons vraiment. Parce qu'aujourd'hui, dans ces temps un peu compliqués pour les collectivités, la chaire Optima nous vend un peu du rêve quand même, et ça nous fait pas de mal, parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de réfléchir à ces axes essentiels que sont l'innovation managériale et l'innovation territoriale. Et donc à ce titre-là, le syndicat va engager un partenariat avec la chaire Optima, dans un premier temps autour de 2 axes vraisemblablement. Tout ce qui est la mise en place d'études communes entre la chaire et le syndicat et éventuellement le soutien à la banque de données qui est une banque de ressources très importante pour tous les collègues DGS et DGA de collectivités. Et la ville de Bayonne va donc également adhérer dès le prochain conseil municipal, début juin, à la chaire Optima. Là aussi pour pouvoir échanger et partager, et nous allons développer une politique d'innovation managériale autour de 4 axes. Un premier axe qui est l'évaluation des politiques publiques, un deuxième axe qui est la mise en place de l'acte 2, notre agenda 21, dont 2 éléments forts seront la mise en place d'une politique de dialogue citoyen et non plus de participation citoyenne, puisque quand on parle de dialogue, on parle d'égal à égal. Alors que lorsqu'on parle de participation, on est encore dans une démarche top-down, comme dirait M. Carassus. Donc là, on fait du dialogue et également donc, la mise en œuvre des objectifs de la COP21 au niveau municipal de la ville de Bayonne.
Troisième axe, c'est une démarche RH renouvelée qui s'appuie sur une démarche métier, qui travaille avec des agents au cœur de la collectivité et qui, dans le cadre de groupes de travail, traitent de leur métier, de la manière dont on peut innover métier par métier, quels sont les points communs et les points divergents entre des personnes qui exercent le même métier mais à des endroits différents. Et enfin, le dernier axe, ce sont les innovations technologiques, les TIC, puisque l'un des objectifs de la municipalité en cours, c'est de passer de la ville numérique à la ville intelligente. Donc, on va essayer de s'appuyer aussi sur les travaux de la chaire Optima pour avancer dans ce sens-là. Voilà un petit peu le contexte. La chaire Optima, c'est une source d'inspiration pour nous, mais dans un contexte un peu tendu, j'ai envie de vous parler aussi d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, les temps sont durs, évidemment, mais on a encore la possibilité de réfléchir au-delà de chiffres et de données et de finances. Il y a des choses qui peuvent encore nous faire rêver. Et je vais vous donner un exemple, une approche théorique, mais aussi une approche pratique. Et l'approche théorique consiste à dire, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'évaluation des politiques publiques quand on le met en parallèle et quand on s'appuie sur les travaux issus du secteur privé. L'évaluation des politiques publiques, elle va s'attacher à regarder 4 points de vue différents et voir comment ils sont traités. C'est-à-dire le point de vue des usagers, c'est-à-dire pour les collectivités locales et du client pour l'entreprise privée, le point de vue du contribuable pour la collectivité, et donc tout ce qui touche aux finances, et le point de vue du consommateur pour le contribuable pour le public et consommateur pour le privé, puisqu'on peut mettre ça en parallèle. Et puis après, le point de vue des processus internes, comment on est organisé, comment on fonctionne, est-ce que tout est fait de manière optimale. Et puis les processus RH, comment nous traitons la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, les situations particulières, les parcours professionnels, etc., etc. Mais ça, c'était avant, je dirais. C'est-à-dire quand on parlait de New Public Management et qu'on essayait de s'inspirer des méthodes du privé. Mais il y a un 5e axe qui est essentiel dans les collectivités locales et dont on ne tient pas compte dans le secteur privé, c'est l'axe du citoyen. Et l'axe du citoyen, c'est ce qui fait le cœur et l'essence même de notre service public. C'est un axe sur lequel on va déployer des valeurs, sur lequel on va déployer du sens et sur lequel on va placer l'humain en premier lieu. Et quel que soit le contexte, le citoyen qu'on reçoit et qu'on traite dans notre collectivité, il n'a pas besoin de savoir qu'on a des problèmes de DGF et qu'on croule sous une avalanche de normes. Il a besoin juste d'être écouté et d'être accompagné. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est replacer tous ces débats sur le thème des valeurs, je viens de le dire. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de certaines valeurs, d'intelligence collective, de bienveillance, de gentillesse. C'est des valeurs qui passaient comme cucu il y a quelques années, mais qui aujourd'hui reviennent un peu sur le devant de la scène, et moi, j'ai envie d'y croire. Et donc, pour y croire, j'ai un exemple très, très concret qui date de la semaine dernière. Vous avez tous entendu qu'à Bayonne, il y a eu une explosion terrible. Il y a eu 2 morts, 3 blessés, dans des situations extrêmement difficiles, un quartier, je ne vais pas dire dévasté, mais presque, une maison de retraite avec des personnes à reloger, une crèche avec des enfants à protéger. Voilà. Et bien, à partir du moment où il y a eu l'explosion, dans la minute qui suivit, l'ensemble des services publics se sont mobilisés, quels qu'ils soient, hôpital, pompiers, collectivités, et les services municipaux sont restés jusqu'à minuit pour ça. Et tant que tout n'était pas terminé, qu'on n'avait pas sécurisé le périmètre, qu'on n'avait pas relogé les gens, tout le monde a été là sur le pont jusqu'au bout. Et donc j'ai envie de dire à l'image de ça, voilà, les services publics, c'est ça. Les services publics sont souvent décriés en ce moment, le fonctionnaire bashing, on en entend tous parler. Le service public, effectivement, il est parfois critiquable, et il faut accepter de se remettre en cause, mais en attendant, il est toujours là quand il faut. Et je crois que c'est toujours ça qu'il faut garder à l'esprit. Merci. Merci Monsieur Busson. Quelques mots pour terminer, Monsieur Finzi du Centre de gestion. Bien, bonjour à tous. Bon, je vais faire court puisqu'il faut quand même qu'on laisse un maximum de temps aux différentes interventions. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, pour peut-être un peu paraphraser votre... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Votre campagne d'information, je dirais qu'il y a 3 bonnes raisons pour le vice-président du centre de gestion que je suis de soutenir votre manifestation. Alors, première raison, ça tient bien au fait même que, au niveau du centre de gestion, nous accompagnons l'employeur territorial dans toutes les dimensions de la gestion des ressources humaines. Bon, on a des enjeux connus, on a parlé tout à l'heure, maîtrise de
de la masse salariale, gestion des âges, pénibilité, risques psychosociaux, qualité de la vie au travail, motivation, handicap, donc tous ces éléments que nous avons déjà évoqués, ce sont des domaines aujourd'hui qui, à notre sens, demandent de l'innovation et du partage d'expérience. Nous, au niveau du centre de gestion, au niveau de notre établissement, nous avons déjà pleinement investi tous ces champs, puisque aujourd'hui, nous accompagnons au quotidien plus de 600 collectivités. Alors, moi, je pense choquer personne en soulignant que les marges de progrès dans la gestion des personnels territoriaux sont grandes. Les collectivités locales appréhendent encore trop souvent cette gestion de manière parcellaire. Tous nos dispositifs de gestion de la prévision des emplois et des compétences ne sont pas mis en place et nous voyons malheureusement dans beaucoup de collectivités le personnel comme un coût, alors qu'il est effectivement un moyen d'améliorer le service rendu aux administrés. L'exemple de Bayonne est effectivement bien frappant aujourd'hui. La deuxième bonne raison, c'est qu'au niveau de notre établissement, nous avons signé en février 2011, avec un renouvellement en juillet 2015, un accord cadre donc avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. C'est un accord qui nous permet différentes actions, mettre en place des diplômes universitaires sur des métiers en tension dans les collectivités locales. Et je vous rappelle que des métiers en tension aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe et nous avons presque les mêmes difficultés de recrutement que dans le secteur privé, puisque nous avons du mal aujourd'hui à recruter des secrétaires de mairie, de l'encadrement territorial et bien d'autres domaines également. Faciliter le lien entre les employeurs territoriaux, les étudiants et l'enseignement supérieur, notamment dans l'octroi de stages de fin d'études, et là aussi on touche à un problème qui est crucial, trouver justement les stages qu'il faut à nos étudiants. Sur ce dernier point d'ailleurs, moi je tiens à saluer l'ouverture récente du master management public des collectivités locales à l'apprentissage. Ça c'est un domaine que nous avons investi. Et l'apprentissage aujourd'hui, je le rappelle, peut-être que vous en parlerez également dans la journée, moi je tiens à dire, et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, ce mode de recrutement est encore trop peu utilisé dans nos collectivités. Si on fait le bilan sur l'année passée, nous n'avons eu que 60 apprentis qui ont été présents dans les collectivités locales. Nous, au niveau du centre de gestion, nous sommes engagés. Nous faisons une promotion continue de ce diplôme et nous voulons faciliter le lien entre les collectivités et les étudiants en recherche de contrats d'apprentissage. Et d'ailleurs, l'année 2016 est une année de l'apprentissage. Nous continuerons en 2017. Nous serons d'ailleurs très têtus sur ce domaine, puisqu'il nous semble que véritablement c'est un très bon moyen aujourd'hui de faire de l'insertion durable. Je vous rappelle que nous avons créé il y a plus de 3 ans un service de conseil et d'accompagnement à l'apprentissage pour les collectivités locales. Petit clin d'œil, d'ailleurs, je vous signale que notre chargé de mission développeur de l'apprentissage au niveau du centre de gestion est une ancienne de ce master management, ce qui montre bien que nous montrons nous-mêmes l'exemple et la réalité en termes de compétences, puisque c'est quelqu'un qui remplit cette mission. Juste revenant à cet accord cadre, je voudrais, pour préciser qu'il a d'abord été conclu, c'est historique avec l'UFR droit. Ça, c'est d'ailleurs le premier point. De nombreuses problématiques sont effectivement d'ordre juridique. Et nous souhaitons aujourd'hui développer nos actions partenariales par l'organisation de colloques ou le soutien aux travaux de recherche avec les gestionnaires, car leurs compétences sont indispensables pour le pilotage de nos administrations. Troisième et dernière et bonne raison, mais il y en aurait d'autres, mais on va en citer que 3. Je ne rappellerai pas le contexte financier de nos collectivités locales. Vous l'avez tout à fait bien évoqué tout à l'heure. Dirais-je qu'une officine de compte public, bon, vous voyez de qui je parle, on ne va pas la nommer, le fait suffisamment bien dans tous ses rapports, puisque 2012, 2014, 2015, et ça continuera, ces conclusions sont très suivies par de chères réductions à nos collectivités locales. Grosses collectivités, petites collectivités, on est tous au même point aujourd'hui. Donc, question, effectivement, comment faire mieux avec moins ? C'est tout le thème du débat aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, à un moment où nos concitoyens n'ont jamais eu autant besoin de services publics dans les domaines de la sécurité, la formation, les crèches, l'accueil, le 4e âge, le développement durable, et j'en passe, et tous les événements que l'on peut citer et qui sont d'actualité, voilà, comment faire mieux avec moins ? C'est véritablement le débat. Alors, je dirais en même temps, puisque je suis vice-président de l'Association des maires, que cette question qui est vraiment passionnante, moi je dirais que j'attends aujourd'hui beaucoup de cette journée.
Écoutez, j'attends des réponses et je vous souhaite tous un bon colloque, hein, et bravo aux intervenants. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être le maître mot, c'est de dire beaucoup d'idées que l'on puisse utiliser dans les jours à venir, dans les mois à venir, parce qu'effectivement, nous allons vers des moments un petit peu compliqués. Merci à tous et bonne journée.
sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait être utilisé dans nos collectivités pour présenter de manière très simplifiée cette thématique. Donc nous allons bien sûr essayer de répondre à un certain nombre de questions qui ont été évoquées par les étudiants. Donc nous allons sans tarder commencer par répondre à ces questions, notamment avec l'intervention de Franck Gillard qui nous parlera de révision des politiques publiques d'Angers. Donc on parlera bien sûr de notions de projet stratégique. Donc je vais lui laisser la main. Je vais simplement lancer son diaporama.